Oui, Madame la Ministre, vous fixez comme priorité la réussite et l'insertion des étudiants, mais dans les faits, le budget de l'ESR est passé de 12 milliards à 13,4 milliards en 10 ans, alors qu'il y a 20% d'étudiants de plus en France, et que donc le budget par étudiant a chuté de 10% en 10 ans. Dans les faits encore, d'un côté, il y a un cadeau de 5 milliards de recettes fiscales pour les riches, alors que le budget augmente certes de 7 millions, mais ce qui est très peu comparativement aux ambitions. Dans ces conditions, comment pensez-vous répondre à la demande et aux besoins croissants d'études supérieures de qualité? Vous souhaitez également le renforcement de l'autonomie des établissements. Mais depuis la loi LRU, cette autonomie n'est pas accompagnée du transfert de moyens suffisants pour couvrir le glissement vieillesse-technicité, le fameux GVT. Et alors que vous proposez 61 millions, quand il en faudrait au moins 200 millions pour absorber l'augmentation de l'avancement de la masse salariale, comment pensez-vous, Madame la Ministre, mettre un terme au déficit d'universités telles Limoges, Toulouse ou de Bourgogne? Enfin, vous souhaitez le rayonnement de la recherche française, mais des postes et des financements attribués habituellement aux établissements publics de recherche comme le CNRS sont transférés à l'ANR, cet échelon administratif de répartition de crédits entre les programmes de recherche, qui envisage d'ailleurs la recherche de façon concurrentielle et constitue donc une perte de temps administratif pour les chercheurs. Par ailleurs, vous orientez la hausse de crédits pour la recherche vers l'aéronautique civile et le financement de grands instruments internationaux de recherche aux dépens des laboratoires. Madame la Ministre, il est nécessaire de répondre à ces questions pour avoir d'une part un enseignement supérieur de qualité et ouvert à tous, d'autre part de mettre en œuvre les moyens pour une recherche libre de toute compétition et orientée vers les enjeux de notre société en matière de climat ou d'agriculture saine. Merci pour l'ensemble de ces questions. Alors, je vais peut-être commencer par effectivement une réponse concernant la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le calcul ne se fait pas simplement en prenant le programme 150 et en le divisant par le nombre d'étudiants. D'abord parce que le programme 150 est le programme des universités et qu'il contient aussi une partie dédiée à la recherche. Et ensuite parce que, bien sûr, il faut prendre toutes les mesures sociales, notamment de manière à pouvoir calculer effectivement ce coût par étudiant. Mais là où vous avez probablement raison, c'est qu'il faut que nous soyons surtout en capacité de trouver des financements pour accompagner la réussite des étudiants. Parce que le vrai problème pour moi, le vrai souci, c'est pas qu'on consacre trop ou pas assez d'argent aux étudiants, c'est que en fait, on ne travaille pas vraiment la question de la réussite. Dans les pistes qui sont issues de la concertation et qui me paraissent particulièrement intéressantes, sans préjuger de ce que sera la réforme, il y a effectivement, vous l'avez mentionné, la passerelle à construire et à renforcer entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Ça fait longtemps qu'on parle du bac-3, bac+3, mais il est temps que cela devienne une réalité. En ce qui concerne les premiers résultats qui ont été menés suite à la loi Fioraso, donc on a actuellement 30% de bac technologique dans les IUT, 18% de bac professionnel dans les BTS, ce qui est une amélioration, mais qui ne correspond peut-être pas encore suffisamment aux besoins de ces bacheliers. Mais je tiens à signaler une expérimentation qui s'est déroulée sur 5 académies l'an dernier, et qui va se dérouler sur 23 académies à partir de cette rentrée, qui est une expérimentation qui vise à demander au conseil de classe des bacheliers professionnels une recommandation pour que ces bacheliers soient acceptés en BTS. Et lorsque cette recommandation est faite, du coup, 69% des bacheliers professionnels qui candidatent à des BTS se voient faire une proposition. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est particulièrement intéressant.
Pour moi, la réussite étudiante doit vraiment se concevoir comme un investissement dans l'avenir. Et il faut effectivement, ça a aussi été mentionné, que nous soyons en capacité de rénover l'accueil et le contenu des premiers cycles des études universitaires de manière à aller vers des choses qui vont être plus personnalisées. En ce qui concerne les emplois, comme ça a été aussi mentionné, pendant très longtemps, le GVT n'étant pas compensé, l'ensemble des établissements devaient en fait utiliser une partie de leur masse salariale pour payer ce GVT au lieu d'être en capacité de maintenir un taux d'emploi suffisant d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. C'est ce que nous avons souhaité corriger dans ce budget puisque le GVT sera compensé. En ce qui concerne la baisse des postes dans les organismes de recherche, et je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui a été effectué par Alain Fuchs en ce sens. Au CNRS, par exemple, les emplois, que ce soit les emplois d'ITA ou de chercheurs, ont été maintenus pendant l'ensemble de la durée de son mandat. Donc je ne vous dirai pas que tout est simple et que tout est facile, mais je dis en tout cas que lorsque des choix courageux sont faits, eh bien, les établissements sont en capacité de maintenir cette qualité de l'emploi qui, évidemment, doit se faire au service dans les universités de la recherche et de la formation. Et c'est pour répondre à votre question, évidemment, que ce sont des emplois d'enseignants-chercheurs, puisque, évidemment, les universités ont vocation à créer de la connaissance et à la transmettre. C'est, pour moi, leur définition. Les liens entre les universités et les entreprises, il me semblait que j'y avais répondu, mais je n'ai peut-être pas été suffisamment claire. Bien sûr, il est extrêmement important que les universités soient en capacité de travailler avec leur territoire, et ce de plusieurs façons. D'abord, pour être en capacité de préparer les jeunes dans les établissements d'enseignement supérieur à une bonne insertion professionnelle. Et donc pour ça, il faut savoir quels sont les besoins en emploi du territoire, mais plus généralement du pays, voire de l'Europe, de manière à ce qu'on forme les étudiants dans les bonnes filières. Et ça, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous devons travailler, puisque ce n'est pas complètement ce qui se passe dans les choix des étudiants. Et c'est pour ça que dans les mécanismes d'information et d'orientation, il me paraît essentiel que l'on indique aussi où sont les emplois pour que les étudiants puissent aussi choisir, s'ils le souhaitent, de se diriger vers des filières dans lesquelles il y a de l'emploi au bout des différentes formations. En ce qui concerne la recherche, il faut qu'elle soit à la fois libre et à la fois orientée sur des grands sujets de société. C'est exactement le principe de réaugmenter les dotations de base et de réaugmenter aussi le taux de succès à l'ANR. Dans un cas, on est sur de la recherche totalement libre. Dans l'autre, on est sur de la recherche que l'on souhaite mettre au service d'un certain nombre de défis sociétaux, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Enfin, pour terminer sur le patrimoine immobilier, comme je l'ai dit, 343 millions d'euros dans le budget 2018 dans le cadre du contrat de plan État-région, 300 millions d'euros supplémentaires pour les universités dans le cadre du grand plan d'investissement, de manière à ce que les universités s'emparent du sujet de leur immobilier et que la valorisation de cet immobilier fasse partie de leur mission. Et enfin, 1,8 milliard d'euros dans le grand plan d'investissement sur la rénovation énergétique des bâtiments de l'État, sachant que les bâtiments des universités et de l'enseignement supérieur représentent la moitié des bâtiments de l'État en mètres carrés. Vous voyez que c'est encore 900 millions d'euros supplémentaires qui seront consacrés à la réhabilitation des bâtiments. Pour terminer, le PLF 2018, évidemment, n'a rien à voir avec les annulations de crédit du PLF 2017, qui ont effectivement été sur le périmètre de la MIRES de 331 millions d'euros, mais ce sont des annulations de crédit de 2017, ce qui, en simplifiant, je vous l'accorde, fait que finalement, en termes de crédit à dépenser sur 2018, c'est l'augmentation du budget plus ces 300 millions d'euros qui n'étaient pas dans le projet de loi de finances, qui étaient dans le projet de loi de finances initiale 2017, mais qui ont été annulés.
Donc finalement, on pourrait considérer que ce budget est augmenté en crédit de paiement de 1 milliard et non pas de 707 millions d'euros. Oui, alors cet amendement vise de fait à pouvoir transférer la hausse des crédits de l'action 2, c'est-à-dire l'Agence nationale de la recherche du programme 112, au crédit du CNRS du programme 112 lui-même. Nous marquons ainsi notre opposition à la logique qui tend à dominer dans la recherche en France et que j'évoquais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire de remplacer progressivement les crédits alloués à une institution de recherche par un financement de la recherche par projet à travers l'ANR. Ce système, s'il peut être nécessaire sur certains grands projets spécifiques, présente de multiples défauts quand il devient la norme. En effet, pour les chercheurs, c'est une perte de temps colossale dans la préparation des dossiers, des demandes et des recherches de financement, une perte d'indépendance, une précarisation des financements. Et finalement, on met une structure sur les structures pour décider de ces choses-là. Ça met de l'administration sur l'administration. Voilà, c'est la raison pour laquelle on demande que ces crédits de recherche de l'ANR aillent directement au CNRS. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Rubin. Madame la rapporteure, votre avis. Merci beaucoup, madame. Donc, je comprends très bien votre amendement. Le problème, c'est que les crédits de l'ANR, comme vous avez entendu tout à l'heure, ils ne se font pas du tout au détriment de la recherche, puisqu'au niveau de la recherche de base, comme la ministre vous l'a dit, 87 millions pour les organismes de recherche supplémentaires afin de financer les mesures salariales, plus 25 millions pour les laboratoires de recherche en soutien de base. Par ailleurs, l'augmentation des crédits de l'ANR est une nécessité puisque, comme on l'a entendu, le taux de sélection de projets est tombé à des niveaux historiquement bas, à savoir 14,7% en 2016, c'est-à-dire 14 projets retenus sur 100 déposés. C'est quelque chose qui vraiment démoralise totalement les chercheurs, évidemment. En outre, la part des financements sur projet est beaucoup plus basse en France qu'à l'étranger, il faut savoir. Par ailleurs, le nouveau programme proposé, que vous proposez en effet, n'est assorti a priori d'aucun indicateur de performance et donc ne pourrait pas s'inscrire dans la logique de la LOLF. C'est vrai que si en effet il n'y avait pas eu de renforcement du soutien de base et de cet apport pour les organismes de recherche de plus 87 millions, j'aurais très bien compris votre amendement. Voilà, en conséquence, il ne me paraît pas opportun de modifier l'équilibre entre le PLF pour 2018, entre les soutiens aux organismes de recherche d'une part et le soutien à l'ANR d'autre part. Merci Madame la rapporteure. Nous allons donc voter sur ces amendements. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement est... Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement vise simplement à établir un rapport d'information qui permettra de mettre en exergue les implications de la loi LRU dans la faillite des universités. En effet, la Cour des comptes a alerté sur les problèmes financiers de 15 universités. 6 sont dans une situation très dégradée et 9 dans une situation dégradée. Voilà. À titre d'exemple, l'Université de Bourgogne, le 29 mai, le conseil d'administration a voté la suppression de 40 000 heures de cours d'enseignement, soit 10% du total. À Toulouse, il est prévu de supprimer 200 postes en 3 ans. L'Université de Limoges, quant à elle, affiche un déficit de 1,4 million d'euros en 2016, à cause notamment de la GVT, comme évoqué tout à l'heure. Donc, pour estomper cet écart, l'établissement avait dû geler 28 postes les années précédentes. Mais d'un autre côté, le rectorat a demandé un effort de 15 postes supplémentaires. Bref,
Donc l'idée, c'est de pouvoir, à travers ce rapport, identifier les conséquences directes en matière de dégradation des études de la loi LRU. Un rapport d'information a déjà été établi en 2013 par le Sénat, 5 ans après l'adoption de cette loi. Il en ressort notamment que les attentes des universités se concentrent d'abord sur la nécessité d'évaluer, dans un cadre transparent et impartial, le coût des charges qui leur ont été transférées et sur la nécessité d'assurer un rééquilibrage entre les universités traditionnellement sous-dotées et celles qui sont mieux armées. Donc certains établissements n'ont toujours pas surmonté les difficultés financières engendrées par la loi LRU. C'est la raison pour laquelle... Je vais essayer de faire une réponse un petit peu globale, mes chers collègues, puisqu'en fait nous allons être saisis d'une série d'amendements dont le mécanisme est similaire, puisqu'ils reviennent tous à demander des rapports sur différentes questions qui concernent l'enseignement supérieur. Celui qu'on vient d'écouter, qui est le numéro 6, porte sur l'application de la loi LRU. Le 11 portera sur l'impact des classements internationaux et sur les stratégies des universités. Le 12 sur le dispositif APB. Le 13 sur la situation de certaines cités universitaires. Le 14 sur les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels. Le 15 sur la formation au métier et au savoir-faire professionnel. Et enfin le 16 sur l'opportunité de créer des classes préparatoires de transition entre les lycées techniques et professionnels et l'enseignement supérieur. Je ne conteste pas une seconde, bien sûr, que tous ces sujets sont extrêmement importants et qu'il est indiscutable qu'une réflexion doit être menée. J'ai cru comprendre que sur bien de ce thème, elle est d'ailleurs déjà lancée. Elle est même achevée s'agissant de la question des classements internationaux. Je rappelle que l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche ont mené un travail approfondi sur cette question, effectivement essentielle. Travail d'ailleurs qui a abouti à une publication en mai dernier, et je l'ai ici, donc je la laisse à votre disposition, un rapport intitulé « Sur la prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site ». J'ai moi-même auditionné les auteurs pour mon propre rapport de ce rapport, et donc je me permets de vous y renvoyer. Donc les questions posées sont tout à fait pertinentes. Mais est-il pour autant nécessaire de recourir au dispositif lourd de rapport du gouvernement au Parlement, au destin toujours incertain, qui plus est, avec des modalités d'élaboration qui ne relèvent certainement pas de la loi? Je n'en suis pas certain. C'est pour ça que j'émettrai donc un avis défavorable sur, effectivement, ce premier amendement, comme sur tous ceux que je viens de citer. Merci, Monsieur Bertha. Nous allons donc voter après ce premier amendement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est refusé. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Cet amendement vise à l'élaboration d'un rapport d'information sur le coût du dispositif APB et des conséquences de ses dysfonctionnements. Attachés à la promesse républicaine d'égal accès à l'université, nous ne pouvons que déplorer et s'interroger sur les dysfonctionnements de ce dispositif. Par ce rapport, nous entendons offrir aux parlementaires des éléments précis de réflexion sur les inégalités d'entrée dans le premier cycle universitaire. Un récent rapport de la Cour des comptes estime par ailleurs que le coût annuel de cette faillite technique et morale à 900 000 € par an. L'objectif de ce rapport vise également à examiner un droit opposable à se voir refuser le droit d'entrée à l'université, à l'heure où, à cause des algorithmes et du tirage au sort effectué, 3000 bacheliers étaient encore sans affectation courant septembre 2017. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'Inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche, des universitaires spécialistes de cette question et les syndicats représentatifs des lycéens et des étudiants. Mes chers collègues, merci de voter cet amendement de demande de rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Bien, mesdames et messieurs, comme le rapporteur s'est déjà exprimé sur cet amendement, nous allons passer au vote. Qui est-ce qui est pour cet amendement? Qui est contre? Oui, en effet, c'est vrai que si on demande des rapports d'information, c'est qu'on n'a pas tellement de marge de manœuvre pour demander autre chose aussi. Et ça permet quand même de mettre la lumière sur des axes que vous jugez vous-même intéressants. Bon, maintenant... Voilà, alors celui-ci, c'est pareil, donc on est dans l'élaboration d'un rapport d'information sur l'état de délabrement de certaines universités françaises, leurs conséquences néfastes sur les conditions d'études des étudiants, ainsi que le montant des finances publiques qu'il faudrait mobiliser pour améliorer cette situation. Donc nous partons du principe que les cités universitaires représentent un enjeu majeur, d'autant qu'elles représentent 160 000 logements
La volonté du gouvernement de construire de nouveaux logements est partagée par l'ensemble des parlementaires, mais cette volonté ne doit pas se faire au détriment des conditions de salubrité et des habitations déjà existantes. Nous pouvons donc illustrer cela par de nombreux exemples, mais je vous les passerai. Voilà, je suis une indulgente. En revanche, voilà. En revanche, une mission d'information nous donnerait des éléments bien plus fournis à tous. Bien, merci, Voilà. mais je crois que vous demandiez un rapport et non une mission d'information, Madame Rubin. Voilà. Mais, alors, merci beaucoup pour cette mise en lumière de tous ces aspects qui sont effectivement intéressants. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter en commission. Le rapporteur s'étant déjà exprimé, mais on peut passer au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Cet amendement demande un rapport d'information sur les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels, VAP, et la certification des diplômes professionnels, VAE, à l'échelle nationale, ainsi que la mise en œuvre des systèmes d'équivalence et de certification. En 2000, le ministère de l'Enseignement professionnel a mis en place ce dispositif dans le but d'offrir l'accès à des diplômes et à des titres professionnels reconnus, c'est-à-dire fermement garantis par l'État. Quid de leur efficacité depuis leur entrée en vigueur? Avec cette demande de rapport d'information, nous entendons offrir la possibilité aux parlementaires de connaître les coûts et bénéfices pour l'économie française du système de validation des acquis professionnels et de l'expérience, et la mise en œuvre des systèmes d'équivalence européens pour l'économie française. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'inspection générale, de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche et les syndicats représentatifs. Mes chers collègues, merci de voter cet amendement de demande de rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Bien, le rapporteur s'étant déjà exprimé. Nous allons passer au vote de cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Pardon, Bon. Madame Rubin, excusez-moi. Non, je vous en prie. Merci, Veuillez Monsieur le m'excuser. Président. Voilà. Donc là, il s'agit donc d'un amendement qui vise à la réalisation d'une étude également. Oui, mais bon, c'est intéressant. C'est une étude sur les ressources allouées. Non, mais je rigole, mais pourtant c'est un sujet important. Alloué dans l'enseignement supérieur et la recherche aux formations des métiers et au savoir-faire professionnel. Donc on est sur la filière professionnelle de l'enseignement supérieur. Ainsi que, donc, du coup, aux modalités de passage entre l'enseignement secondaire professionnel à l'enseignement supérieur professionnel. En effet, une telle étude nous importe parce que la qualification des travailleurs, enfin des futurs travailleurs via ces filières, est pour nous une clé de voûte pour l'économie française. Et il est bien nécessaire de former donc de façon très qualitative ces filières, enfin ces personnes des filières professionnelles, donc dans l'enseignement supérieur. On voudrait avoir donc une vision et le coût dédié à l'enseignement professionnel et aussi le coût qu'il y aurait pour la passerelle entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, nous allons donc pouvoir voter. Qui est contre? Qui est pour, pardon. Qui est contre? L'amendement est rejeté. Le présent amendement vise à l'étude de l'opportunité de créer des classes préparatoires de transition entre les lycées techniques et professionnels et de l'enseignement supérieur dans son ensemble. Cette disposition existe pour les élèves issus de la filière générale. Il nous semble primordial, au titre de l'égalité des chances et du droit de tous les citoyens d'accès à une éducation républicaine de qualité, de permettre aux citoyens issus des filières techniques et professionnelles de pouvoir bénéficier des classes préparatoires de transition avant d'intégrer la filière de leur choix.
Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'Inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche et les syndicats représentatifs, notamment le SNUEP-FSU, le SNETA-FO et Sud Éducation. Mes chers collègues, merci de voter cet amendement de demande de rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Merci, Monsieur Larive. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame Rilhac. Éclairer, mon cher collègue, sachez que la filière technologique est déjà dotée de classes préparatoires et donc que nos élèves qui sortent de terminale technologique peuvent en effet accéder à ces classes préparatoires. Pour la filière professionnelle, c'est en effet différent. Bien, je vous remercie pour... Un demi-rapport. Merci beaucoup, Madame Rilhac. Chers collègues, Monsieur Barta s'étant exprimé, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le rapporteur s'étant déjà exprimé, je vais en profiter pour aller un petit peu au-delà du rapport d'information que je devais présenter et qui, je le comprends, sera refusé. Je voulais quand même pointer... Oh, bah, si. Non, mais c'est pas grave, je vais vous en parler juste après. Non, mais je voulais quand même pointer à quel point il était ironique pour un gouvernement qui voulait commémorer mai 68, d'avoir un président de la République qui dit que tout le monde n'a pas sa place dans l'université. Je tiens à dire quand même qu'une des revendications principales de mai 68, c'était justement que tout le monde puisse accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, qui semble quand même assez ironique d'aller vers cette contradiction-là. Ceci étant dit, moi je voulais vous parler du rapport d'information sur les crédits alloués par la France pour assurer la représentation des établissements français au sein du classement de Shanghai. Donc vous avez dit qu'il existait déjà un rapport. Moi j'aimerais bien dans ce rapport voir parce que nous on se questionne beaucoup pour savoir si ce classement n'oriente pas l'évolution de l'enseignement supérieur, et notamment sur des choses, nous sommes attachés à la francophonie notamment, et on sait bien que dans ces classements il y a beaucoup de critères qui se font sur des publications en anglais, donc où les universités francophones se font du coup moins bien classées de ce fait, qui posent des problèmes sur l'enseignement de qualité sur tout le territoire, et puis qui sont quand même basés sur le modèle économique des universités anglo-saxonnes, avec des frais d'inscription très élevés pour les étudiants, des prêts étudiants, une compétition entre les universités et la fermeture de filières qui sont appelées non rentables. Donc ça nous semble important d'aller plus loin sur ce sujet. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, sans regret pour ce dernier avis? Non, ça permet de répondre. Très bien, je vous remercie. Nous allons pouvoir voter sur cet amendement. Qui est pour? Qui est Merci, contre? Monsieur le L'amendement Président. est... Monsieur le rapporteur, donc cet amendement vise à établir un rapport d'information sur la situation des personnels contractuels ou vacataires dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui ne sont donc pas régis par les règles de la fonction publique. Ce rapport d'information serait tout à fait nécessaire parce que précisément, on ne sait pas, on n'a aucune vision du nombre d'enseignants vacataires dans les universités. L'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale de la recherche ne comptabilise que les personnes sous contrat, qui représentent 25% des effectifs, tous corps de métiers confondus, même si elle n'établit qu'un constat statistique sans prise en compte qualitative. En revanche, il est impossible d'avoir accès à des données quantitatives et qualitatives concernant les personnels vacataires effectuant des missions d'enseignement ou de recherche. À cela, il faut ajouter que ces personnels sont parfois payés qu'une fois la mission effectuée, comme si nous étions payés qu'en 2022, je ne vais pas vous imaginer. Donc il est vraiment important, parce que ça représente un volume d'enseignants conséquent, qui vit dans une certaine précarité, et ce chiffre-là, on est incapable de l'estimer, alors qu'en vérité, ça va de pair un peu avec la clochardisation de nos universités. Il serait important de pouvoir en estimer le volume. Merci beaucoup, madame. Les informations sont déjà dans le bleu, soit dans le jaune budgétaire. Donc, par exemple, il y a de nombreuses informations, nous avons recherché. De nombreuses informations sont disponibles dans le bilan social de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ligne sur le site du ministère. Par exemple, les agents non titulaires représentent 26% des effectifs
des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Je vous avais les chiffres et les nombres. 14 921 agents en 2015, 34,5% des effectifs des établissements d'enseignement supérieur, soit 68 629 agents, dont 19 000 en charge de missions d'enseignement. Une étude spécifique sur les enseignants non permanents affectés de l'enseignement supérieur évalue à 110 088 exactement le nombre d'enseignants vacataires. Une remarque, en effet, qui m'a été proposée ici. N'oublions pas aussi que dans les vacataires, il y a des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont un poste ailleurs, et par exemple un expert comptable, je dis n'importe quoi, qui va venir faire un cours ponctuel à l'université. Voilà, donc défavorable, mais nous avons quand même beaucoup d'informations sur le bilan social de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est en ligne sur le site du ministère. Merci, Madame la rapporteure. Donc, nous passons au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est... On va varier les plaisirs un petit peu. Donc je vais intervenir sur cet amendement qui propose un rapport, c'est une surprise, d'information sur l'utilisation faite du crédit impôt recherche et de son adéquation avec les objectifs qui lui sont fixés. Alors on parlait des bleus et des jaunes budgétaires. Je pense que là, en matière budgétaire, le CIR, on est plutôt dans le rouge que dans le bleu ou dans le jaune. Au vu de l'importance du montant qu'il représente, il nous paraît légitime d'évaluer l'efficience de ce crédit d'impôt, et notamment sur ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. Ce rapport aura aussi pour objectif d'étudier les caractéristiques des récipiendaires de ce crédit d'impôt et de déterminer si la répartition du crédit impôt recherche est optimale pour remplir sa mission et si cette somme ne serait pas plus utile en étant réservée aux établissements de taille intermédiaire ou aux PME pour des véritables projets de recherche et développement et sous condition d'embauche de personnel de recherche notamment. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais on a l'exemple de Sanofi qui touche du CIR pour détruire des bâtiments qui n'ont servi à rien à Montpellier. Donc ce rapport a pour objectif de participer de l'information et du contrôle du Parlement sur les finances publiques, ce qui nous semble le minimum. Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'Inspection générale des finances, des universitaires spécialistes de cette question, des représentants du patronat et des représentants des syndicats de salariés. Alors mes chers collègues, l'heure est tardive, mais je vous invite quand même à voter cet amendement avec beaucoup de conviction pour demander ce rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires, quel que soit leur groupe politique, d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Je vous en remercie. Oui, en effet, là aussi, question très très intéressante, mais il y a le rapport du... Ah, mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas intéressant. Au contraire, je trouve que vous avez des questions très intéressantes. Mais le rapport du sénateur, et j'aimerais bien quand même vous dire oui, moi, j'ai noté, on a recherché le rapport du sénateur Michel Berson en 2012. Le ministère et la DG Trésor de Bercy qui alimentent sur leur site, je suis allée personnellement les voir, et dans leur publication des informations sur le CIR, qui est également renseigné dans le fascicule en annexe du PLF, vous le retrouvez aussi. Enfin, l'analyse des niches fiscales, qui correspondent aussi peut-être à ceux à quoi vous faisiez référence, fait l'objet d'une analyse parlementaire dans le cadre de rapports spéciaux de la Commission des finances de l'Assemblée du Sénat. Je vous donnerai par exemple des études beaucoup plus récentes qui ont été faites. Tout d'abord, l'étude d'impact du crédit d'impôt recherche établie l'OFCE en avril 2017, donc ça c'est relativement récent. Il y a un rapport 15 ans de politique d'innovation en France établi par la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation en janvier 2016, donc c'est aussi récent. Et enfin, le rapport de notre rapporteur spécial, Amélie de Montchalin, qui est partie sur le budget de la recherche, qui consacre des développements au CIR, pas de manière détaillée, mais qui donne quand même des éléments. En tout cas, en avril 2017, en janvier 2016 et les rapports de 2012, et je suis allée voir sur le site du ministère, il y a aussi quelques éléments. Donc, je donne un avis défavorable. Nous passons donc au vote sur cet amendement qui est pour. Je vous attends. Qui est contre? L'amendement est rejeté. Et c'est encore moins. Monsieur Prudhomme, excusez-moi, j'en oublie, la politesse la plus élémentaire. Madame la rapporteure, je vous remercie de trouver nos questions intéressantes. On en espère autant des réponses. Cet amendement propose un rapport d'information visant à évaluer l'adéquation des missions allouées à la recherche dans les secteurs de la transition écologique avec les engagements nationaux et internationaux de la France pour la lutte contre le changement climatique. Le programme 190, qui est aussi un problème, le recherche, énergie, environnement, mobilité, est en hausse de 24 millions d'euros entre la loi de finances initiale de 2017 et le projet de loi de finances pour 2018. Alors qu'on connaît l'impact négatif de ces activités pour l'environnement, cette hausse est principalement absorbée par l'action 14,
recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile, comprenant les sous-actions avions et hélicoptères, qui s'est vu allouer 34 millions d'euros de crédits supplémentaires, ce qui n'est pas anodin. Par ailleurs, nous considérons le budget alloué au programme 142, enseignement supérieur et recherches agricoles, comme insuffisant. Au vu des enjeux écologiques majeurs auxquels nous sommes confrontés, il nous semble que le budget de la recherche n'est pas cohérent avec la volonté affichée du gouvernement et du président de la République en matière d'écologie. Ce rapport est donc rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'inspection générale, de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche, des universitaires spécialistes de ces questions, des représentants d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre le changement climatique et des syndicats représentatifs du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mes chers collègues, merci de voter cet amendement de demande de rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires, une fois de plus, d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée, mais l'amendement est satisfait par des annexes budgétaires. Ou alors vous m'indiquez ce qui vous manque exactement comme information, parce que vous trouvez tout dans les annexes budgétaires qui renseignent déjà les programmes de recherche climatique. Et par exemple, vous avez aussi le rapport de notre collègue pour avis au nom de la Commission de développement durable, Gérard Menuel, comporte également les éléments précis actualisés. Mais c'est surtout, je voudrais vous faire que vous puissiez aller voir les annexes budgétaires qui renseignent vraiment de manière détaillée sur les programmes de recherche climatique en particulier. Vous comprenez bien que dans ce domaine, des travaux quand même ont été faits. Désolée, vraiment, j'aurais aimé. Avis défavorable. Merci, Madame Hérin, pour votre réponse intéressante. Nous passons donc au vote de cet amendement qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Le troisième pour moi. Nous sommes très accueillants à la Commission des affaires culturelles. Je vous remercie. Et nous sommes ravis de votre accueil chaleureux et j'espère que donc cet accueil chaleureux se conclura par ce dernier amendement que vous voterez d'une manière unanime. Donc cet amendement, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, est une demande qui est liée au fait que ce programme Horizon 2020 a une durée d'existence limitée à une échéance proche. Un rapport d'information permettra de faire un bilan de ses effets réels à l'échelle nationale. Par ailleurs, parmi les instruments d'Horizon 2020, les partenariats publics-privés sont accrus au fur et à mesure que le programme développe des activités, comme des initiatives technologiques conjointes entre le secteur privé et le secteur public, des PPP contractuels ou encore des ERANET confondent, anciennement ERANET ou ERANET+, pour ceux qui aiment bien la technique. Nous souhaitons des retours chiffrés et documentés sur ces aspects. Notons que les projets sont mis en concurrence de financement et qu'il serait important d'avoir un retour quantifié du nombre de projets écartés, du nombre de projets financés et à quelle mesure ou encore du temps consacré à l'élaboration des projets d'initiative françaises. Soucieux de l'impact en France du programme Horizon 2020, ce rapport a pour mission de contribuer à l'information du Parlement sur les finances publiques. Ce rapport est donc rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l'inspection générale, de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche, maintenant célèbres dans nos propositions, des inspecteurs de l'inspection générale des finances, non moins célèbres, des universitaires spécialistes de ces questions et les syndicats représentatifs du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont les premiers concernés. Mes chers collègues, afin de conclure cette soirée d'une manière formidable, oui, chaleureuse, je vous remercie de voter cet amendement de demande de rapport d'information qui permettra à tous les parlementaires d'avoir une véritable source d'information et de réflexion. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Malheureusement, vous avez des éléments déjà dans les annexes budgétaires qui renseignent déjà les programmes de la recherche climatique. Et par ailleurs, sur le fond, donc, la Commission européenne publie régulièrement des statistiques très détaillées sur la participation des acteurs français au programme Horizon 2020. Elles fournissent la plupart des données que vous réclamez, le taux de sélection des projets, par exemple 10,7% en 2015 à l'échelle du programme, le nombre de projets financés, 3242 par exemple au 31 mai 2017, le total des subventions obtenues par la France, 2,7 milliards d'euros, soit 10,6% du total des subventions versées. Et si vous allez sur le site, vous avez le détail. Bon, c'est un peu long à trouver en effet, mais ils sont entièrement en ligne. Voilà, désolé. J'aurais aimé pour la fin de la soirée, mais là... Merci, bien, Madame la rapporteure. Nous votons donc sur ce dernier amendement qui est pour, qui est contre. Chers collègues, nous passons maintenant au vote sur les crédits pour 2018 de la mission Recherche Enseignement Supérieur. Monsieur le rapporteur pour l'enseignement supérieur, pouvez-vous nous rappeler votre avis sur les crédits de cette mission ? Comment ne pas être satisfait d'un redépart et d'une réaugmentation des budgets dédiés à l'enseignement supérieur ? Donc je vais juste limiter mon propos en disant que mon avis est tout à fait favorable.
Je vous remercie, Monsieur Bertha. Pour ce qui concerne les crédits de la recherche, quel est votre avis, Madame la rapporteure? Bien, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai fait la présentation. C'est vrai que j'ai donné tout un tas de problèmes qui, depuis des années, je peux vous garantir, depuis au moins une dizaine d'années, enfin pas une dizaine d'années, mais depuis l'autonomie des universités en particulier, on avait tout un tas de problèmes qui ont été en partie résolus dans ce budget. Et c'est la première fois qu'il y a 3 points importants que j'ai soulignés dans mon rapport. J'y reviendrai pas ici, qui ont été résolus. En tout cas, en grande partie. Donc, je donnerai un avis favorable à ce budget que je trouve vraiment pas exceptionnel, mais disons, pour une fois enfin, on tient compte des besoins des organismes, des établissements d'enseignement supérieur, des universités et des chercheurs. Merci beaucoup. Avis favorable. Merci, Madame Hérin. Mes chers collègues, je vous consulte donc sur les crédits de la mission. Qui est favorable à ces crédits? Merci. Qui est contre? Abstention. Merci beaucoup.